Karen Swift était une mère de famille américaine de 44 ans. Fin octobre 2011, elle s'était rendue à une fête pour Halloween au domicile d'un couple d'amis. Elle était finalement rentrée chez elle à 2 h du matin après s'être amusée pendant une bonne partie de la nuit. Malheureusement, après ça, plus personne ne la reverra en vie. Un mois plus tard, on comprendra que le pire lui était arrivé et tous les yeux seront tournés vers un seul et unique suspect. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Karen Swift, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une histoire assez ancienne, elle date de 2011, mais le procès a lieu en ce moment même, en 2024. Il s'est passé plein de trucs de 2011 à aujourd'hui et au final, suite à ces rebondissements et à tous ces événements, je pense que ça en fait une histoire d'actualité. C'est une affaire vraiment triste, mais je pense que ce qui la caractérise le mieux, c'est qu'elle est extrêmement mystérieuse. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront, merci évidemment à tous ceux qui sont déjà abonnés. N'hésitez pas non plus, si vous voulez suivre mes petites aventures, à venir vous abonner à mon compte Instagram. Et maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette triste affaire. Karen Swift est née le 12 octobre 1967 aux États-Unis, dans la ville de Walnut Ridge, dans l'état de l'Arkansas. J'ai pas énormément d'informations sur son enfance, mais j'ai pu lire qu'elle avait été diplômée de la Walnut Ridge High School. Et d'ailleurs là-bas, dans son école, elle était très appréciée par ses professeurs, mais aussi par ses camarades. Et j'ai également pu voir qu'elle avait fait beaucoup de sport. En tout cas, après son diplôme du secondaire, elle était partie vivre dans l'état du Tennessee, dans le comté de Dyer, et c'est là-bas qu'elle avait fait la rencontre de David Swift, avec qui elle s'est rapidement mariée. Avec lui, elle va alors avoir 4 enfants, et autant vous dire que Karen était une mère extrêmement dévouée. C'était une femme dynamique qui était toujours en mouvement et qui faisait tout pour ses enfants. Elle chérissait chaque moment passé avec eux et faisait son maximum pour leur garantir une vie heureuse. Elle tenait également à leur inculquer de bonnes valeurs comme la gentillesse, la résilience et la compassion. Mis à part ça, pour vous parler un peu plus d'elle, Karen était une jeune femme très tournée vers ses amis. Elle avait beaucoup d'amis et surtout de longue date. Elle était une personne réservée, mais elle appréciait vraiment passer du temps avec ses amis et avec les gens qu'elle aimait. C'était réellement une personne loyale et surtout très attentionnée. Mais à présent, parlons un peu plus de son mariage avec David. En soi, au début, leur relation était plus que normale. Mais voilà, au fil du temps, leurs rapports ont commencé à devenir de plus en plus tendus, notamment à cause des problèmes financiers qu'ils rencontraient et aussi parce qu'ils avaient beaucoup d'enfants et donc ils devaient s'occuper énormément d'eux. Je le redis, mais le couple avait quand même 4 enfants ensemble et ça leur demandait beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et ça, je pense qu'au final, ça les a quand même pas mal éloignés. Et puis, autant vous dire que David n'était pas non plus un homme facile à vivre. Tout au long de leur mariage, David a été décrit par les proches du couple comme étant assez autoritaire et très jaloux. Il avait aussi un comportement possessif et tentait toujours de s'immiscer dans la vie sociale de Karen et lui disait à qui elle pouvait parler ou non et si elle avait le droit de sortir voir ses amis. Mais voilà, au mois d'octobre 2011, alors que Karen avait à présent 44 ans, elle a décidé de demander le divorce. Il s'agissait d'un acte rempli de courage pour elle parce que pour la première fois, elle arrivait à prendre une décision par elle-même et à ne plus obéir aux ordres de son mari. Mais bon, malheureusement, et on pouvait s'en douter, mais David va très mal le prendre et il semblerait que la situation est même un petit peu dégénérée. D'ailleurs, quelques jours plus tard, Karen va être portée disparue.
Mais à présent, plongeons-nous dans la nuit du dimanche 30 octobre 2011, donc la veille d'Halloween. Ce soir-là, Karen s'était rendue à une fête d'Halloween chez un couple de ses amis proches qui s'appelaient Bill et Kathy Bona. Selon eux, la fête était très animée, il y avait pas mal de monde et tous les invités s'amusaient dans une ambiance vraiment détendue. Selon les personnes qui étaient présentes à la fête, Karen s'amusait beaucoup, elle semblait aussi de très bonne humeur. Par contre, une chose à noter qui est quand même importante dans cette histoire, c'est que David, son mari, lui, n'était pas présent à la fête. Par la suite, Karen a quitté cette fête vers 2 h du matin et elle est allée chercher l'une de ses filles qui était en fait à une soirée pyjama chez l'une de ses amies. Je pense que sa fille était censée dormir chez son amie mais qu'elle a comme paniqué au milieu de la nuit de pas dormir chez elle et donc elle avait appelé sa maman vers 2 h du matin et c'est donc pour ça que Karen avait quitté la fête d'Halloween. Donc voilà, après cet appel, Karen a été récupérer sa fille et puis elle est rentrée dormir au domicile familial. Selon David, donc le mari de Karen, il l'a vue rentrer le soir même et il dira que Karen était bel et bien vivante et que tout allait bien. Mais voilà, David dira également que ça a été la dernière fois qu'il l'a vue en vie. En fait, le lendemain matin, le lundi 31 octobre 2011, David s'est réveillé vers 10 h du matin et c'est là qu'il a compris que Karen n'était plus dans le lit et qu'elle n'était plus dans la maison. Sans attendre, David a alors essayé de la rechercher tout autour de la maison, mais il n'avait aucune idée de où elle pouvait être. D'ailleurs, sa voiture avait disparu avec elle. Il a alors décidé d'appeler les amis de Karen, Bill et Kathy, avec qui elle avait passé la soirée de la veille, mais eux non plus ne savaient pas où elle se trouvait. Par contre, ils étaient vraiment très inquiets parce que c'était pas normal que Karen disparaisse comme ça en laissant ses enfants sans prévenir. Et donc, en voyant que David ne prévenait pas les autorités, ils ont décidé de le faire. Ils se sont donc rendus eux-mêmes au commissariat pour signaler la disparition de Karen. Assez rapidement, les agents de police se sont alors mis à chercher Karen et quelques heures plus tard, ils vont retrouver sa voiture stationnée à environ 400 mètres de son domicile. Par contre, la découverte de la voiture va amener de nouvelles questions et surtout de nouvelles inquiétudes. En fait, la voiture de Karen a été retrouvée fermée à clé avec un pneu crevé à l'aide d'une vis. Et puis, à l'intérieur, les policiers vont y retrouver pas mal d'affaires personnelles qui étaient à Karen, surtout des vêtements qui avaient donc été abandonnés là. D'ailleurs, chose quand même assez étrange, c'est que oui, la voiture semblait abandonnée, on aurait dit que Karen était partie de là comme de force en laissant toutes ses affaires. Par contre, il n'y avait strictement aucune trace de violence. Ça posait donc encore plus de questions et surtout, on pouvait se demander s'il ne s'agissait pas simplement d'une mise en scène. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quelque chose s'était passé la veille au soir lorsque Karen était rentrée à la maison. Est-ce qu'elle avait décidé de fuir, de disparaître ou est-ce que quelqu'un lui avait fait du mal? Pour l'instant, toutes les questions restaient sans réponse. Les enquêteurs ont alors décidé d'interroger David, le mari de Karen. On était ici face à une disparition extrêmement suspecte et si finalement il s'agissait d'un acte criminel, David serait sans doute le suspect numéro 1. Déjà, dans un premier temps parce qu'il a été la dernière personne à voir Karen en vie, mais aussi parce qu'il était son mari. Et dans ce genre de cas, lorsqu'une femme disparaît ou lorsqu'une femme est assassinée, souvent, le suspect numéro 1 est son mari. Les autorités vont alors décider d'interroger David et lors de l'interrogatoire, les enquêteurs l'ont trouvé d'autant plus suspect. Sa femme avait disparu et au final, il semblait pas plus inquiet que ça. Au contraire, il faisait même des commentaires assez désobligeants sur le mode de vie de Karen, notamment sur sa consommation d'alcool et ses activités sociales. Avec ça, les enquêteurs ont vite compris à quel point David semblait être contrôlant avec Karen et même obsédé par sa vie sociale. Mais bon, même si l'interrogatoire a amené les enquêteurs à se questionner d'autant plus vis-à-vis de David, ça n'a pas amené de réponse particulière. Donc suite à ça, les enquêteurs vont poursuivre leurs recherches, poursuivre l'enquête et ils vont tenter de collecter les données du téléphone portable de Karen afin de comprendre vers quelle heure elle avait disparu. Et ça va marcher parce que grâce à ça, ils vont avoir pas mal d'informations en plus. Déjà, tout comme David l'avait dit, les données GPS du téléphone de Karen montraient qu'elle était bel et bien rentrée chez elle à 2 h du matin. En tout, son téléphone a émis un signal 2
depuis sa maison de 2h08 à 4h38 du matin. Mais voilà, à 5h04, son téléphone a émis un nouveau signal qui ne se trouvait pas à l'intérieur de la maison, mais un petit peu à côté. Ça veut donc dire qu'à cette heure-là, elle était sortie de chez elle, elle était partie de sa maison, même si elle n'était pas loin. Donc si on se base sur ces signaux, elle est partie de chez elle entre 4h38 du matin et 5h04 du matin. Et puis ensuite, à 5h09 du matin, donc quelques minutes plus tard, son téléphone a été éteint. Et après ça, il n'a plus jamais émis aucun signal. On le retrouvera d'ailleurs à quelques mètres seulement de la maison, il y avait été abandonné. Évidemment, c'était des informations très importantes pour la police, mais malheureusement, après ça, les enquêteurs ne trouveront plus aucun indice complémentaire ou quoi que ce soit d'autre. Oui, c'était une bonne chose de savoir quand elle était sortie de chez elle, que sans doute quelque chose lui était arrivé à proximité de sa maison, mais juste ces informations-là, c'était pas assez, il fallait plus. Et malheureusement, les enquêteurs n'avaient pas plus. Donc c'est vraiment triste, mais après ça, pendant à peu près un mois, l'enquête sur la disparition de Karen ne va pas vraiment évoluer. Pourtant, la recherche s'est de plus en plus intensifiée à mesure que le temps passait. Des bénévoles locaux et des forces de l'ordre ont mené des recherches de terrain dans les environs, notamment dans les bois et les champs à proximité de la maison de Karen. Et puis des chiens pisteurs ont même été emmenés sur place, mais eux non plus ne retrouveront pas la trace de Karen. Mais à présent, on va faire un bond dans le temps, un bond de plus ou moins un mois jusqu'au samedi 10 décembre 2011. Ce jour-là, des chasseurs se baladaient dans la ville de Dyersburg, donc la ville où vivaient Karen et sa famille. Mais voilà, leur séance de chasse va virer à l'horreur lorsqu'ils vont tomber sur un corps humain en décomposition. Le corps se trouvait à côté d'un cimetière abandonné à environ 5 km du domicile de Karen. Il était caché derrière des feuilles, ce qui faisait qu'il était invisible si on ne cherchait pas profondément dans le feuillage. Le fait que le corps soit aussi bien caché ne laissait par contre aucun doute quant au fait qu'on était face à un acte criminel. La police sera emmenée sur place et le corps sera alors emmené auprès d'un médecin légiste. Rapidement, il va alors annoncer que le corps retrouvé était bien celui de Karen, disparue depuis environ 6 semaines. De plus, le légiste dira que la cause du décès était une blessure à la tête infligée par un objet contondant. Par contre, il dira également ne pas pouvoir déterminer avec certitude qu'il s'agisse de la seule cause de décès, car l'état du corps de Karen était dans un état de décomposition déplorable. Mais en tout cas, une chose est sûre, après cette découverte, l'enquête pour disparition est devenue une enquête pour meurtre. D'ailleurs, très vite, avec cette nouvelle, les médias vont s'y intéresser de très près. Dans la plupart des articles, David Swift, donc le mari, était désigné comme le suspect le plus probable, encore une fois car il était justement le mari et qu'il était la dernière personne connue à avoir vu sa femme vivante. Évidemment, il sera alors à nouveau interrogé par les enquêteurs et là encore, il semblait assez incohérent dans son témoignage. Il a bien redit s'être réveillé et avoir découvert que Karen avait disparu, mais lorsqu'on lui a demandé plus de détails sur la nuit, sur ce qu'il avait entendu, sur ce qu'il avait vu, si à 2h du matin il avait parlé avec sa femme lorsqu'elle était rentrée, là, il va avoir l'air de devenir très flou dans ses réponses, très incohérent. En soi, les enquêteurs avaient de gros doutes sur lui et ces doutes se sont intensifiés lorsque les proches de Karen ont confié aux détectives à quel point David était contrôlant et autoritaire avec Karen. Il pouvait parfois l'appeler des centaines de fois sur une soirée, il la voulait pour lui et voulait faire d'elle ce qu'il voulait. À partir de là, on peut facilement en déduire que la demande de divorce que Karen avait fait quelques jours plus tôt avait dû fortement l'énerver, peut-être même le mettre dans un état second. On peut donc légitimement se demander si David n'avait donc pas tué Karen car il n'acceptait pas le divorce. Suite à ça, une perquisition a eu lieu au domicile de David afin de rechercher la moindre preuve contre lui. La police scientifique a cherché après des traces de lutte ou même des traces de sang, de violence quelconque, mais ils n'ont rien trouvé. En fait, je pense que c'est vraiment ça le drame dans cette histoire. Ici, tout le monde est persuadé de la culpabilité de David, que ce soit les proches de Karen, ses amis, sa famille, mais également les enquêteurs. Par contre, aucune preuve matérielle à l'encontre de David n'a pu être retrouvée. À partir de là, on peut quand même se demander s'il est innocent, malgré le fait qu'il semble être le suspect idéal, ou
s'il a réussi à commettre le crime parfait. En tout cas, après ça, pendant 10 ans, les choses ne vont plus du tout évoluer dans cette affaire. Mais finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, le 22 août 2022, l'enquête va prendre un nouveau tournant. Ce jour-là, David Swift a précipitamment été arrêté et accusé de meurtre au second degré, de tentative de meurtre au premier degré et du meurtre au premier degré de sa femme Karen Swift. Clairement, l'accusation de meurtre au premier degré est l'accusation la plus importante qui puisse être donnée. Et si David est déclaré coupable, ça voudrait dire qu'il pourrait être condamné à la prison à perpétuité. Alors, pourquoi est-ce que d'un coup, il a pu être arrêté et accusé de tout ça? En fait, aucune nouvelle preuve matérielle n'avait pourtant été retrouvée, mais les nouveaux enquêteurs qui s'étaient penchés sur l'affaire une décennie plus tard avaient déterminé que même sans preuve matérielle, il y avait quand même beaucoup de choses qui pointaient contre David. Selon eux, il y avait le mobile du crime, donc le fait que David avait tué sa femme car elle voulait divorcer, et ça suffisait amplement selon eux. Donc au final, le procès pour meurtre à l'encontre de David Swift s'est ouvert au mois de mai 2024, c'est-à-dire 13 ans après les faits. Et clairement, même si pendant des décennies l'affaire avait été pas mal oubliée par les médias, à ce moment-là, tout le monde ne parlait plus que de ça, les journaux locaux ne parlaient plus que de ça, notamment donc au Tennessee. Mais donc, pour vous parler de ce procès, l'accusation a exposé les divers témoignages d'amis et de membres de la famille de Karen afin de montrer à quel point David était un homme contrôlant et même obsédé par Karen. Clairement, l'accusation a fait valoir que David avait un mobile plus qu'évident pour tuer Karen, c'est-à-dire la demande de divorce. De plus, pour tenter de l'enfoncer encore plus, ses premiers interrogatoires datant de 2011 ont été réécoutés et on pouvait clairement entendre qu'à l'époque, il s'était énormément contredit. Comme je vous l'ai déjà dit, il avait été très vaste dans ses réponses et en plus, il montrait pas beaucoup de tristesse ou d'empathie vis-à-vis de la disparition ou de la mort de sa femme. Donc déjà là, ces anciens interrogatoires étaient quand même des preuves assez fortes à son encontre. Par contre, du côté de la défense, David a évidemment plaidé non coupable et son avocat a plaidé le fait qu'il n'y avait pas assez de preuves pour prouver sa culpabilité. Ils ont également fait valoir le fait que l'accusation s'était basée sur des preuves circonstancielles. C'est-à-dire que oui, c'est étrange que Karen soit décédée pendant sa demande de divorce. Oui, c'est étrange qu'à ce moment-là, David était confus, etc. Mais en soi, ces preuves prennent du sens seulement si on sait que Karen a été assassinée, qu'elle est décédée. C'est donc pour ça qu'on dit des preuves circonstancielles. Ces preuves ont du sens seulement vis-à-vis de la circonstance. Donc là, la défense dira que oui, David pouvait avoir l'air coupable, mais qu'en réalité, c'était juste des hasards et qu'il était tout à fait innocent. De plus, la défense a ajouté que David n'aurait pas pu s'en prendre physiquement à sa femme parce qu'il avait eu une opération du genou récemment, ce qui l'empêchait de marcher et de bouger correctement. Aussi, rappelez-vous que David et Karen avaient 4 enfants et la défense va faire venir témoigner 2 des enfants du couple. Tout d'abord, ce sera Ashley Swift qui avait 9 ans à l'époque et qui va expliquer qu'elle se souvenait de la nuit de la disparition de sa mère. Elle dira que ce soir-là, elle n'avait pas entendu de bagarre entre sa mère et son père, laissant donc sous-entendre qu'elle n'avait pas vraiment de doute quant à la culpabilité de son père. Ensuite, ce sera au tour de Dustin, un autre enfant du couple, de témoigner. Lui aussi aura l'air de dire que son père n'était pas du tout coupable du meurtre de sa mère. D'ailleurs, dans son témoignage, il va expliquer qu'il se souvenait d'un événement étrange survenu lorsqu'il participait aux recherches pour retrouver sa mère. Il dira qu'à l'époque, il avait vu un homme avec un détecteur de métaux près du cimetière où le corps de sa mère avait été retrouvé 1 mois plus tard. Dustin se rappelle même avoir parlé à cet homme et il dira alors « Il m'a dit qu'il avait perdu sa montre et si je ne me trompe pas, quand j'ai baissé les yeux, il avait une montre à son poignet. J'ai trouvé ça étrange, mais moi, je lui ai dit que c'est ma mère qui avait disparu et que s'il voyait quelque chose, il ne devait pas hésiter à le dire à quelqu'un. » Donc là, si on en croit Dustin, l'homme était vraiment étrange et aurait pu avoir un réel lien avec la mort de sa mère. Donc là encore, comme je vous l'ai dit, il semblerait que Dustin tente de prendre la défense de son père tout en désignant un autre potentiel suspect. Mais bon, il faut savoir que les enquêteurs ont quand même trouvé le témoignage de Dustin
assez bizarre. En fait, 10 ans auparavant, lorsqu'il avait été interrogé quand sa mère avait disparu, il n'avait pas directement parlé de cet homme traînant près du cimetière. C'est en fait une histoire qu'il a commencé à raconter que bien plus tard. Donc, selon les enquêteurs, il serait possible que son père lui ait soufflé cette histoire à l'oreille pour essayer que ça l'ait innocente. Bon, Dustin se défendra plus tard en disant qu'il était enfant à l'époque et qu'il n'avait pas directement réalisé que quelqu'un avait pu s'en prendre à sa maman. En soi, oui, c'était un événement qui s'était passé, mais dans sa tête d'enfant, c'était juste un homme qui cherchait quelque chose avec son détecteur de métaux. C'est seulement après, quand il a compris que sa mère était décédée, qu'elle avait été assassinée, qu'il s'est dit que peut-être cet homme avait quelque chose à voir là-dedans, et c'est pour ça que c'est plus tard qu'il en avait parlé à la police. Donc effectivement, oui, c'est possible. C'est possible qu'il s'en soit rendu compte plus tard que c'était un témoignage important, tout comme c'est possible que son père lui ait demandé de dire ça. Malheureusement, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas ici, je pense qu'on comprend bien à quel point le procès est complexe. D'ailleurs, il a fallu ensuite plusieurs jours de délibération au jury pour rendre son verdict. Mais le verdict a été rendu le 6 juin 2024, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Les membres du jury ont alors déclaré David Swift non coupable pour ses accusations de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre au premier degré. Clairement, pour le jury, il n'y avait pas assez de preuves contre lui et donc il ne pouvait pas le déclarer coupable de ça. Par contre, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord quant à l'accusation d'homicide involontaire. Comme je vous l'ai dit, il y avait plusieurs accusations contre lui et je pense que s'il y avait toutes ces accusations, c'était pour espérer qu'au moins une fonctionne et qu'il soit reconnu coupable de l'une d'entre elles. L'accusation de meurtre involontaire est celle qui a causé le plus de problèmes au jury parce que oui, il a l'air coupable. Est-ce qu'il l'a tué sans faire exprès? Est-ce qu'il a été envahi par ses émotions? C'est quelque chose qui est possible, mais on ne peut pas en être sûr non plus parce qu'encore une fois, il n'y a pas assez de preuves matérielles, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'il l'ait tué par excès de colère. Donc là, lors des délibérations, il y a des membres de jury qui ont voté pour le déclarer non coupable de ce meurtre involontaire et d'autres membres qui ont voté pour le déclarer coupable. Ils n'ont donc jamais réussi à se mettre d'accord. Et à cause de ça, il y a eu un non-lieu. Ça veut donc dire qu'il n'était ni déclaré coupable, ni innocenté. Donc suite à ça, la lutte juridique a continué et le 2 juillet 2024, il a été inculpé pour de nouveaux chefs d'accusation. Cette fois-ci, il a été accusé d'homicide volontaire et d'agression aggravée. Bon, comme je vous l'ai dit, on comprend bien ici que le but, c'est qu'il soit reconnu coupable de quelque chose, d'avoir frappé sa femme, d'avoir tué sa femme, n'importe quoi en rapport avec le fait que sa femme est décédée et que c'est sans doute de sa faute. L'accusation de meurtre au premier degré n'a rien donné, au second degré non plus, donc j'ai l'impression qu'ici l'accusation cherche à jouer un petit peu sur les termes pour essayer malgré tout de recommencer un procès. En tout cas, suite à ces nouvelles accusations, David et son avocat ont essayé de faire passer le fait que, vu que le meurtre avait eu il y a trop longtemps, à présent, il y avait prescription. Prescription, ça veut donc dire que ça fait trop longtemps qu'un crime a eu lieu pour qu'il puisse être jugé à présent. Mais bon, le juge n'était pas d'accord et heureusement, il a autorisé la poursuite. Mais bon, à présent, l'affaire semble encore faire du surplace parce que la défense juge que comme le délai de prescription a été dépassé, aucun procès ne peut avoir lieu, alors que l'accusation, elle, force un peu pour qu'il y ait quand même un procès. D'ailleurs, le 30 juillet, j'ai pu lire que l'accusation, la défense et le juge se sont réunis pour essayer de trouver un accord par rapport à cette prescription. Je me suis renseignée, j'ai essayé de voir ce qui avait été décidé parce que ça fait quand même plus d'un mois. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de nouvelles informations. En fait, on dirait que la défense tente de faire traîner l'affaire au maximum, que plus de jours, de mois ou même d'années passent pour qu'au final, il soit bel et bien trop tard pour tenter à nouveau toute accusation à l'encontre de David. Donc voilà où en est cette enquête pour le moment. Je vous l'ai dit, c'est extrêmement mystérieux. Dites-moi en commentaire si vous pensez que David est innocent ou si vous pensez qu'au contraire, il a commis le meurtre parfait, le crime parfait. Moi, personnellement, je suis un petit peu perdue dans cette affaire. Oui, il est
extrêmement suspect, mais d'un autre côté, le fait que ses enfants le soutiennent m'a fait me poser un peu plus de questions. En tout cas, j'espère qu'un jour on aura une réelle réponse de la part de la justice. En attendant, n'hésitez pas vraiment à me dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!